À 21h précises, le 2 juillet 2025, l'équipage ukrainien d'un lanceur Vilka-M attendait dans l'obscurité silencieuse, persuadé que cette mission serait une frappe routinière, rien de plus. Les 4 missiles étaient déjà chargés, les coordonnées mémorisées, et le chef d'équipage venait de murmurer la confirmation finale lorsque la nuit bascula brusquement. Un signal d'alerte clignota sur le récepteur de l'opérateur, un clignotement sec, rythmé, impossible à confondre. Un radar russe, Zoopark 1M, situé presque 40 km plus loin, venait de commencer à balayer leur position. Toute l'équipe se figea. Ils savaient précisément ce que cela signifiait. 15 minutes plus tôt, ils avaient tiré une petite salve d'intimidation, trop insignifiante pour causer de gros dégâts, mais suffisante pour attirer l'attention d'un système capable de calculer un lieu de tir en moins de 30 secondes. À cet instant même, quelque part au-delà de la lisière des arbres, des lance-roquettes multiples russes BM-30, Smerch, pivotaient tôt déjà en direction de leur emplacement. Selon le protocole russe, ils disposèrent d'environ 6 minutes avant que les premiers obus n'éventrent la terre autour d'eux. 6 minutes pour tirer leurs missiles et disparaître, ou mourir simplement là où ils se trouvaient. Le chef aboya « Lancement d'urgence !» Le pointeur tira sa tablette renforcée vers lui, ses doigts courant frénétiquement sur l'écran fissuré. Chaque missile Vilka-M exigeait une programmation méticuleuse avec des données GPS précises, un processus normalement étalé sur 3 longues minutes. Ce soir, il devait être accompli en une seule. Les missiles transportèrent des ogives de 170 kg, guidés par GPS, GLONASS et systèmes inertiels, mais tout cela ne servait à rien si les coordonnées n'étaient pas introduites parfaitement. Une seule erreur et la frappe manquerait sa cible. La sueur coulait déjà sur le front du pointeur. Une goutte tomba sur l'écran, puis, à 22h32, la tablette vacilla. Le brouillage russe venait de se répandre sur toutes les fréquences satellitaires. Les signaux GPS disparurent, le cœur du pointeur se serra. Sans verrouillage par satellite, il bascula vers le mode manuel, s'appuyant sur les coordonnées préenregistrées lors des relevés topographiques de la journée et priant pour que les Russes n'aient pas réussi à perturber leur cartographie interne. Au même moment, l'air sembla trembler, un grondement lointain roula au-dessus des champs. Les Smerch avaient déjà tiré. Des capteurs thermiques l'indiquèrent aussitôt. Une batterie située au nord-est avait lancé une salve complète. Impact estimé dans environ 4 minutes. Le chargeur claqua la porte blindée tandis que le conducteur maintenait le moteur à haut régime, prêt à bondir la seconde où le dernier missile quitterait son tube. Tout jouait contre eux, la physique, la peur, le temps. Le système pouvait tirer des missiles toutes les 20 secondes, mais la procédure exigeait au moins 45 secondes entre 2 tirs pour éviter la surchauffe. La procédure était faite pour les équipages qui n'étaient pas en train d'attendre la mort. À 22h34, le premier Vilka-M s'arracha au sol dans un rugissement, ouvrant dans la nuit une colonne de lumière visible à des kilomètres. La signature thermique et radar du tir s'afficha immédiatement sur les écrans russes. Mais l'équipage n'avait pas le luxe d'hésiter. 30 secondes plus tard, le second missile s'envola, secouant le véhicule et projetant sur le sol des fragments brûlants. Le radar Zoopark avait désormais fixé leur position à moins de 50 mètres. Ils l'entendirent avant même que les capteurs ne le confirment. Un sifflement sinistre, montant. Les roquettes ennemies approchaient, il leur restait 30 secondes. À 22h35, le troisième Vilka décolla, son onde de choc brisant les vitres des maisons abandonnées aux alentours. La peinture thermique du lanceur commença à cloquer. Le conducteur jura, augmentant encore le régime moteur. Le quatrième missile partit 30 secondes plus tard, juste au moment où la première roquette Smerch frappa le sol à 400 mètres au nord. L'explosion fit vibrer la terre. Des nuages de poussière retombèrent sur le véhicule. Le conducteur écrasa l'accélérateur. Le monstre de 30 tonnes bondit en avant tandis que des dizaines d'autres roquettes russes s'abattaient derrière eux, creusant des cratères enflammés là où, 1 minute plus tôt, ils étaient encore immobiles. Mais pendant que l'équipage se battait pour fuir la mort, leurs missiles fonçaient vers le dépôt russe. À 22h40, le premier missile descendit sous les 8000 mètres, ses calculateurs analysant des dizaines de données par seconde, luttant contre des vagues de brouillage. Le GPS se dégrada, le GLONASS se brouilla.
Le missile bascula en navigation purement inertielle en quelques millisecondes, comptant sur ses gyroscopes internes pour maintenir le cap. 28 km de vent, un système anti-aérien Tor M2 détecta l'intrus et verrouilla sa cible. 2 intercepteurs s'élancèrent. Normalement, le missile ukrainien n'aurait eu aucune chance. Mais le Vilka-M effectua une manœuvre préprogrammée. Un virage brusque de 15 degrés, suivi d'un changement d'assiette subtil suffisant pour tromper les calculs d'interception. Les missiles passèrent à côté, inutiles. 2 autres furent attirés, ceux-ci explosèrent plus près, criblant le Vilka d'éclats. Le missile chancela, corrigea, reprit sa course. Plus à l'est, un Pantsir S-1 tenta d'acquérir une solution de tir, son radar balayant dans un large arc. Le relief et les interférences rendirent la détection difficile. Lorsqu'il parvint enfin à verrouiller, le missile ukrainien était déjà descendu sous les millimètres, glissant dans les creux du terrain comme un fauve dans les herbes. À 22h49, le missile franchit une crête, filant à seulement 400 mètres d'altitude. L'équipage du Tor l'attendait précisément ici. Ils tirèrent leurs dernières munitions. En contrebas, le dépôt s'étendait, des soldats couraient, des chariots élévateurs étaient abandonnés en plein mouvement, des sirènes hurlaient. Des caisses d'obus, de roquettes et de propergoles s'empilaient en rangs impeccables, des rangs sur le point de devenir un brasier. Le missile passa la crête. Un système Shilka ouvrit le feu, cracheur de flammes envoyant une pluie de balles traçantes. Les projectiles dessinèrent des arcs brûlants dans la nuit. Le Vilka-M fendit ce mur de feu. Son détonateur altimétrique identifia le toit de l'entrepôt. L'ogive explosa. Une déflagration colossale engloutit le bâtiment, soufflant les murs comme du papier. L'onde de choc se propagea dans les caisses d'obus de 150 ml sérin stockées à l'intérieur, chauffant l'air emprisonné à des milliers de degrés. En une fraction de seconde, une première explosion secondaire éclata, violente comme une éruption. 30 secondes plus tard, le deuxième Vilka frappa l'entrepôt nord, enflammant les roquettes, grades empilées dans leurs caisses. Des dizaines de projectiles s'élancèrent en spirale, fous, avant d'exploser dans des gerbes de feu. Le troisième missile s'abattit sur l'atelier ouest, déclenchant la détonation de sous-munitions qui pulvérisèrent la structure de l'intérieur. Les flammes se répandirent, dévorant le dépôt comme une marée rouge. À 22h51, elles atteignirent un bunker souterrain rempli de missiles S-300. L'explosion qui suivit fit trembler les villages voisins, brisant les vitres à plusieurs kilomètres. Quand le quatrième Vilka arriva, à 22h52, il ne restait plus d'entrepôt, seulement un cratère incandescent. Il plongea dans la fournaise et amplifia un cataclysme déjà irréversible. À 22h55, un bunker Smerch explosa à son tour, creusant un cratère de 40 mètres et projetant un champignon de feu vers le ciel. À 23h10, le gigantesque dépôt de munitions n'était plus qu'un paysage d'acier tordu, de débris fumants et de gouffres enflammés. Plus de 3000 tonnes de munitions détruites en moins d'une heure. Les unités russes se dispersèrent, paniquées, répartissant leurs stocks restants sur plusieurs sites. Leur logistique venait d'être fracturée exactement comme l'avait espéré l'état-major ukrainien lorsque 4 traits de feu avaient brisé le ciel et transformé une simple mission en l'une des frappes les plus dévastatrices de toute la guerre.